Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvelle édition de On ne vous dit pas tout. La semaine dernière, nous nous sommes penchés avec nos deux invités, professeur Ding Yifan et professeur Xu Tieping, sur les changements politiques et économiques provoqués par la pandémie de Covid-19. Nous avons essayé de faire une synthèse et avons également essayé à quelques prédictions. Je crois que nos téléspectateurs ont bien compris le sens de cette phrase. Le monde ne sera plus jamais le même. Car en effet, la planète est actuellement en pleine mutation. Il ne fait aucun doute que le monde d'après la pandémie donnera jour à de grands changements politiques et économiques. Mais aujourd'hui, les sujets que nous abordons se portent sur les changements sociétaux et culturels d'après cette crise de coronavirus qui nous semble eux aussi inévitable. Quelle sera la profondeur de ce changement? Quel sera leur impact sur le monde et sur la société? Alors, nous sommes aujourd'hui très heureux de nouveau discuter avec Ding Yifan et Xu Tieping. Bonjour. 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 Alors, après la grippe espagnole, après le virus Ebola, le SRAS, le monde est très vite revenu à son état normal. On n'a pas vu de profonds changements dans l'ordre mondial. Mais l'épidémie de coronavirus semble très différente. Vous avez dit, le changement, il va arriver, mais il n'y a pas peut-être une date qui change. Ça va durer un certain temps. Selon vous, alors, quels sont les principaux effets indésirables de cette pandémie s'agissant de la Chine, mais aussi des autres pays du monde? Ding Yifan. Pour les aspects négatifs de la pandémie sur le monde sont divers. Parce que les gens sont devenus plus prudents vis-à-vis du contact humain, vis-à-vis de ce genre de choses. Il faut garder une distance d'un mètre, il faut sociale, porter le masque. Et ça c'est un changement assez important. En plus, ça risque de se prolonger. Plus le temps se prolonge, plus les habitudes sociales se fixent. Et à ce moment-là, ça va avoir des impacts qu'on ignore complètement, qu'on ne peut pas imaginer encore aujourd'hui. Parce que ça risque de provoquer des changements d'habitudes assez profonds dans l'avenir. Donc que nos enfants vont vivre dans une société complètement différente que nos parents. Et nous sommes en train de vivre le changement. Oui. OK. Bon, professeur Xu, voilà une question importante. C'est, comme chacun peut le constater, l'épidémie de coronavirus semble avoir fait déclencher aux États-Unis une sorte de révolution culturelle. Vous voyez? Bien sûr, cette révolution culturelle à l'américaine. De nombreux statues de colons anglais, même celle de président américain Washington, le premier président américain Washington, ont été renversées. L'Amérique traverse actuellement une véritable révolution sociale et culturelle. Comment expliquez-vous ce phénomène? Oui, c'est un phénomène, parfois, je reste assez réserve sur l'usage de cette qualification révolution culturelle. Ah bon? Moi, je suis très réservé. Cela dit, moi je pense qu'il s'agit surtout, je dirais, une vengeance d'un fond, je dirais, d'injustice sociale, mais sous la forme de débordement désordonné. Il n'y a pas une certaine noyau de leadership, il n'y a pas de programmation. Et finalement, les actions, je dirais, sont largement manipulées, récupérées, interprétées par les jeux d'élection, que ce soit pour les démocrates ou les républicains. Donc je ne suis pas très optimiste sur, je dirais, la progrès effectif qu'aurait rapporté par cette révolte. Ding Yifan, tout à l'heure, vous avez dit la société est en train de changer, oui, la vie sociale est en train de changer. Et aux États-Unis, apparemment, ce changement est très, comment dirais-je, évident, surtout après un accident entre
un policier blanc et une victime noire. Après la pandémie, je crois que les relations entre les blancs et les noirs aux États-Unis sont en train de connaître des changements très, très, très profonds. Cela a aussi une influence en Europe, où on voit aussi de se multiplier des manifestations en faveur de l'égalité raciale. Alors, cette révolution, malgré que Xi Jinping ne veut pas utiliser le mot culturel, qui frappe actuellement les États-Unis, est-ce que ça va frapper aussi l'Europe? Oui, ça fait rappel un peu les mauvais souvenirs du colonialisme. Parce que l'existence de la population noire afro-américaine aux États-Unis, c'est dû à la traite triangulaire entre les États-Unis, l'Europe et l'Afrique. Ce sont les anciens pays colonisateurs qui vendent des esclaves noirs aux Américains pour l'exploitation agricole, etc., etc. Donc ça, c'était l'origine de la population noire aux États-Unis. Et cette population n'avait pas droit à la vie sociale normale aux États-Unis pendant très très longtemps. Donc le conflit racial, je dirais, cette fois-ci, ce que vous appelez la révolution culturelle, était en fait un conflit racial. Le conflit racial s'éclate de temps en temps aux États-Unis. Ce n'est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière fois non plus. Donc je pense que dans l'avenir, ça va continuer. Périodiquement, un événement pas très important, etc., provoque l'éclatement. C'est comme l'éruption du volcan. Vous ne croyez pas qu'il peut trouver une solution pour l'égalité raciale? La différence entre le passé et le présent, c'est que aujourd'hui aux États-Unis, il y a un président qui essaie de profiter de cette division de la population, de cette division raciale, etc., en sa propre faveur. Tout simplement ça. Ça a toujours existé. D'autres présidents aux États-Unis, lorsqu'il y a l'éclatement d'un tel conflit racial, etc., essayer de ramener les deux populations en ensemble. Essayer de trouver un moyen de mélanger, ou comme on dit en expression française, de noyer le poisson. De noyer le poisson. Essayer de trouver un moyen d'arranger les choses, tandis que ce président a une particularité, c'est qu'il veut tout profiter. Il veut profiter de cette division raciale en sa propre faveur. Donc, dans cette affaire de conflit racial, on a vu des événements un peu particuliers. En particulier, on a vu des Blancs. Des Blancs, mais habillés complètement en noir, avec des cagoules, etc., complètement. Et ils entraînent la foule noire, la foule afro-américaine, pour casser les magasins, pour permettre à cette population noire d'aller piller des magasins, etc. C'est bizarre, tout de même, c'est bizarre. Cela montre que finalement, ce mouvement de la protestation est en train de se transformer en un moment de pillage et manipulé, et cela fait penser que probablement, derrière tout cela, il y a une force manipulatrice qui veut faire en sorte que cette protestation de la population afro-américaine soit présentée comme un pillage, de façon à provoquer la colère de la population blanche. Oui, face à une telle révolte. C'est-à-dire que dans le passé, on a vu parfois un certain effort de cicatrisation sur un héritage très négatif, alors qu'aujourd'hui, on voit parfois aussi, c'est totalement à l'inverse, instrumentalisation pour ses comptes personnels. Et en Europe, apparemment, ce n'est pas aussi grave, le conflit racial, je dis. Moi, je pense qu'aux États-Unis, c'est lié avec cette pratique esclavagiste. En Europe, bien sûr, il y a aussi cette question de discrimination, mais liée plutôt à l'immigration. Tout de même, le degré, c'est fort différent. En Europe, les Noirs sont, pendant cette pandémie,
sont traités mieux qu'aux États-Unis, apparemment. Aux États-Unis, selon les médias américains, les Noirs, Les dents d'os. oui, La sont population morts plus. afro-américaine a un pourcentage d'infection beaucoup plus supérieur à celui d'autres populations, Oui. de même que le Surtout taux de mortalité. mortalité. Le taux de mortalité, même infectés, et les habitants afro-américains n'ont pas les moyens de se faire soigner. Donc, ce qui fait que le taux de mortalité est très élevé. D'ailleurs, en Europe, en général, c'est un peu couvrement total, surtout dans la population. Oui. Alors, aux États-Unis, 40 millions des Africains n'ont rien. Ils n'ont pas d'assurance maladie. Oui. En Chine, cette fois-ci, apparemment, comme l'épidémie de coronavirus n'a pas eu de l'impact aussi important, donc, est-ce que la vie sociale et culturelle en Chine aura moins de changements? Moi, je pense cette fois-ci, on peut dire réussi, mais réussi aussi sur l'expérience, disons, de 2003. Alors, Wuhan, après, tout de même, une certaine hésitation, incertitude par les autorités locales. Alors, une fois quand les autorités centrales ont pris l'importance, mesuré, donc cette réaction énergétique. Alors là, je dirais une maîtrisation qui aboutit à des résultats. D'ailleurs, moi, je pense que un mois et demi après, on a déjà discuté cette question de reprise du travail, partiellement mesurée selon les localités. Alors petit à petit, finalement, c'est l'ordre social et économique n'est pas totalement, je dirais, troublé comme certains pays. Bien sûr, on est aussi dans le premier semestre en régression, mais assez limité. Déjà dans la deuxième semaine, si on voit la commande, la production, ravitaillement, c'est dans une, je dirais, amélioration et le rattrapage normal. Et apparemment, vous êtes un politologue, après la pandémie, comme la Chine, le gouvernement chinois a réussi à le contrôler, il y a très peu de morts. 4 000 morts. Alors, est-ce qu'en Chine, apparemment, la population a une plus grande confiance envers les institutions politiques en Chine? Là aussi, oui. Ce sont des institutions de sondage américains qui ont travaillé en Chine, qui ont travaillé dans le monde. Il y a une agence de sondage d'opinion publique américaine qui a fait des enquêtes en Chine, en Europe, aux États-Unis, en Afrique, partout dans le monde. Mais finalement, c'est en Chine qu'ils trouvent le plus de codes de popularité pour le gouvernement chinois. Car la première enquête montre que plus de 80% de la population chinoise soutiennent leur gouvernement dans la lutte contre le Covid-19. Et la dernière récente, la récente enquête montre que plus de 98% de la population soutient. 98%. 98%. C'est une enquête américaine, hein, Oui. c'est pas une enquête chinoise. De plus en plus, la population chinoise soutient l'action du gouvernement. Oui, en comparaison, quand ils voient ce qui se passe aux États-Unis, évidemment, Oui, ça ils fait pensent un que contraste frappant entre les mesures prises par d'autres gouvernements dans le monde et le gouvernement chinois. Et le soutien populaire est total maintenant. D'accord. On sait que à chaque fois que l'humanité traverse une crise grave, comme cela entraîne une profonde réflexion qui, à son tour, peut engendrer des changements fulgurants sur le plan culturel. Vous voyez, cette pandémie, cette épidémie de coronavirus a infecté plus de 10 millions de gens et fait plus d'un demi-million de morts. Alors, quel va être l'impact sur l'humanité? Sur le plan culturel, à quel type de phénomène va-t-on assister d'après vous, professeur Rochu? Vous pensez qu'on va voir beaucoup de livres, romans, cinéma, d'œuvres musicales, etc., de films, etc., qui vont pencher sur ce désastre et méditer sur ses conséquences pour l'humanité? Après, disons, chaque tragédie, bien sûr, il y aurait une série de créations littéraires. Mais je pense que c'est le changement d'ailleurs, moi j'admire, ce n'est plus par exemple une certaine mémorisation,
uniquement sur les mauvaises conséquences. Il faut voir un peu plus loin, c'est-à-dire l'existence de solidarité, cette sociabilisation en amélioration, et surtout la nécessité de reconstruire ou réamélioration, je dirais, de certains piliers sociaux, notamment par exemple dans le cas de la Chine, par exemple le système de santé, accès à la santé, aux services sociaux pour tout le monde, et non pas non plus comme par exemple marchandisation uniquement sur la loi du marché, économie de marché. Là, il faut penser, réfléchir plus, d'autant plus qu'aujourd'hui, on est d'une part dans une société, je dirais, de la famille atomique, beaucoup réduite, et d'autre part, c'est dans un processus de urbanisation accéléré. Donc les gens parfois plus isolés, individualisés, par rapport, disons, moins dépendants de la communauté classique, de plus en plus ancrés dans les circuits ou dans les systèmes, disons, sociaux. Là, je pense, la réflexion, mémorisation, toutes ces créations littéraires doit travailler beaucoup plus dans cette direction-là. D'accord. Bon, Ting Yifan, tout à l'heure vous avez dit que la vie sociale des gens sera changée. Alors, justement, je voudrais vous poser une question sur vous-même. Par exemple, est-ce que après la pandémie, vous voyagerez moins, vous allez au restaurant moins, vous allez voir moins de films, vous refusez d'aller boire un café avec des amis? En fait, alors, ce qui se passe, c'est que la pandémie a rendu la population plus encline à des activités et à distance. Les réunions se passent à distance, les vidéoconférences, etc. Les conférences se passent en ligne et le commerce électronique se développe au détriment du grand supermarché. Puis le paiement électronique a montré sa force et son efficacité en Chine. Parce que cette fois-ci, ce qu'on appelle la deuxième. sera disparu. Maintenant, il n'y a plus de liquidité, il n'y a plus de cash. Le paiement en argent cash n'existe plus en Chine maintenant, c'est fini. D'autres dernièrement, lorsque ce qu'on appelle la deuxième vague a éclaté sur un marché près de Beijing, etc. Et si l'épidémie a été vite réprimée, contrôlée, c'est grâce aux instruments de paiement électronique. Parce que maintenant, personne ne paie par chèque ou par billet. Donc tout se passe avec le téléphone mobile, smartphone, un téléphone mobile. Donc ça laisse des traces. Donc finalement, on a pu détecter rapidement, très vite, le nombre de personnes qui ont fréquenté le marché pendant cette période de temps. Et on essaie de les localiser, de savoir s'ils ont été infectés. Même s'ils n'ont aucun symptôme, doivent rester à la maison pendant 2 semaines. Et ça a limité la propagation du virus, tout de suite après. Mais est-ce que, Xu Jinping, est-ce que cela veut dire que les gens sont moins libres, les gens sont plus dépendants de sa smartphone et surtout, les gens n'ont plus de secrets personnels? Bien sûr, il y a la limite. Moi, je pense, oui, comme Ting Yifan avait dit, le téléjob, livraison à domicile, société sans liquide, là, c'est de bonne progression en bon sens. Et d'autre part, on doit payer aussi un certain prix, comme vous dites, le secret, disons, individuel. Là, moi, je pense, les autorités chez nous, on a beaucoup discuté pour limiter, pour fixer les frontières entre, d'une part, je dirais, la nécessité au nom de collectivité, et d'autre part, c'est le secret personnel. Là, moi, je pense, on a déjà fait la discussion et essayé de réglementation. Là, il y aurait encore pas mal de discussions à approfondir. Et finalement, ce que je pense, peut-être, il y a certaines formes de virtualisation de la société, peut-être inévitable, si vous voulez.
Justement, Ting Yifan, vous m'avez expliqué tout à l'heure hors de l'antenne, vous continuez à assister à des réunions, mais à distance. Oui. C'est-à-dire par téléphone, par smartphone, par Internet, etc. Est-ce que cela va provoquer une crise de TGV chinois, par exemple, de transport aérien? Est-ce que le train à grande vitesse n'aura plus de clients? Pas jusqu'à maintenant, pas jusqu'à maintenant. En fait, les compagnies aériennes ont été affectées beaucoup plus que le train. D'abord, il y a des compagnies aériennes. Comme il n'y a plus de commodes, ça affecte aussi les fabricants des avions. Boeing, Airbus ont eu beaucoup de difficultés parce qu'ils n'ont plus de commandes pour les années à venir. Donc ça pose problème pour ces fabricants d'avions. Ce qui affecte indirectement le marché énergétique. Voyez-vous que le prix du pétrole va continuer à chuter. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de demande pour cela. Il n'y a pas suffisamment de demande, donc ça va faire chuter le prix du pétrole. Maintenant que la Chine est en train de reprendre les activités, il y a une augmentation de besoins en énergie. Et le marché énergétique a réfléchi et a réagi rapidement à ce changement. Donc il y a un peu de changement, mais on ne sait pas si la Chine peut reprendre ses activités parce que la Chine est en train de contrôler la progression de virus. Mais si les autres pays n'arrivent pas à contrôler la propagation du virus, la Chine n'ose pas ouvrir sa porte. Donc il y aura beaucoup moins de vols internationaux entre Chine et les autres pays. Donc ça aussi affecte le marché et l'aviation. Tout cela risque de traîner pendant un certain temps. Plus longtemps l'épidémie dure, plus les habitudes changent. Bon. Les gens vont être habitués à des choses en ligne, à distance. Donc prendre l'avion... Il ne sont plus nécessaire de prendre un avion pour aller voir un ami. Il suffit de téléphoner ou de se regarder sur l'écran. Nous l'avons dit tout à l'heure, la Chine a contrôlé avec succès le coronavirus, avec le nombre de personnes infectées ou décédées très limité. Alors, dans le même temps, les États-Unis, cette fois-ci, occupent le sommet de classement des pays le plus gravement touchés. Nombre de contaminés, nombre de morts, etc. etc. Comme Ting Yifan a dit tout à l'heure, de nombreux sondages d'opinion montrent que l'image des États-Unis à travers le monde a été sévèrement écornée par cette crise. Alors, M. Teping, je voulais vous demander, pensez-vous que dans cette nouvelle ère qui arrive, après le Covid-19, les États-Unis peuvent perdre dans l'imaginaire collectif mondial leur statut du nouveau monde? Je pense qu'il n'y a pas, jusqu'à maintenant, je dirais, unicité de la référence américaine. Même ça prend un certain ampleur, à un certain moment donné. Et maintenant, c'est la fin du fétichisme. La fin du fétichisme sur ce modèle américain. Probablement, moi, je pense que je dirais que l'expérience de la Chine ou d'autres pays donne plus d'inspiration au gouvernement des autres pays. Ça prend du temps, mais nous ne pensons pas répéter que notre valeur ou notre modèle serait universel. Nous, on reste assez prudents. Mais tout de même, c'est que ça constitue une référence de poids, vise à un certain, je dirais, modèle classique européen, américain ou occidental, notamment non seulement sur cette question de la démocratie par élection, etc., mais sur le fond, parce que le fond, c'est l'intérêt du peuple. Si on voit cette fois-ci, les Américains nous montrent un très mauvais exemple. Le droit de vivre dignement est totalement bafoué aux États-Unis. Vous voyez, cette épidémie va peut-être montrer à nos contemporains
que s'il existe de nombreuses formes d'organisation humaine face à une catastrophe soudaine qui menace l'existence de l'humanité tout entière, les formes d'organisation étatique véritablement efficaces s'avèrent en fait peu nombreuses. Durant cette crise, on voit en Europe, par exemple, l'Allemagne, en Asie, la Corée du Sud, et surtout la Chine, sont parmi les rares pays qui ont géré avec succès l'épidémie. Alors, dans le futur nouveau monde, vous pensez que la voie empruntée par ces pays, je n'ai cité que 3, mais il y a encore d'autres, pourra peut-être servir d'exemple pour les autres pays de la planète? Est-ce que, à travers ce succès, on peut essayer de trouver une nouvelle façon de gouvernance? Bon, je pense que tout au moins, cette épidémie va rendre les gens moins crédules. On ne va pas tomber dans une simple logique manichéenne. Démocratie, autoritarisme, Justement, après Justement, l'épidémie, ça perd le sens. c'est ça. Donc, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Et puis, on va réfléchir davantage sur l'efficacité de la gouvernance. Sur l'efficacité de la gouvernance, et là, on pose des questions. Même Francis Fukuyama, celui qui avait prêché sur la fin de l'histoire, etc., et il pense qu'à part la démarcation en démocratie, autoritarisme, etc., il y a aussi d'autres formes de démarcation, en particulier la gouvernance, sur le type de gouvernance. Certaines sociétés d'un certain type de gouvernance seraient plus aptes à faire face à de grands désastres, à de grandes calamités, telles que l'épidémie, etc. La Chine, par exemple, a montré sa performance dans la gestion des crises sociales, telles que l'épidémie, des crises naturelles, comme le tremblement de terre, etc. etc. La forme de gouvernance à la chinoise est plus appropriée pour traiter ce genre de gestion de crise. Et ça fait penser que finalement, si la Chine a réussi à maintenir plus ou moins, tant bien que mal, un État unifié centralisé à travers le siècle, c'est unique dans l'histoire humaine. C'est parce que cette gouvernance publique est propice à traiter ce genre de crise, à gérer ce genre de crise. Et comme, à travers l'histoire, l'histoire de Chine est riche de ce genre de tragédie, de ce genre d'événements historiques, etc. Donc, ça a permis à la Chine de maintenir cette structure de pouvoir. Peut-être la dernière question, chacun un mot, c'est parce que dans le futur, l'épidémie de coronavirus va-t-elle revenir à la charge si l'humanité doit coexister avec le virus, alors pendant une longue période? Alors, quel impact? Je pense que je suis, de ce point de vue, plutôt pessimiste. Je pense qu'à part le Covid-19, il y aura le Covid-20, etc., il y aura d'autres virus qui menacera la vie humaine dans l'avenir. La continuité de ces mauvais éléments, disons, qui accompagnent l'existence humaine. Merci Ding Yifan, merci Xu Tieping. Merci aussi à nos chers téléspectateurs. Merci surtout pour votre fidélité. Merci et à la prochaine.